Bueno, bonjour. Mon nom c'est Alfredo Martin. Je suis professeur dans le domaine de la psychologie transculturelle à l'Université fédérale de Rio Grande. Et maintenant je suis à la retraite administrative, mais toujours dans l'activité de la solidarité et des droits de l'homme, surtout avec les populations les plus démunies. Et moi, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans en France dans une association dans laquelle nous nous occupons jusqu'à maintenant des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile et des populations défavorisées, des tziganes, qui arrivent en France en situation très difficile, des victimes de la torture, victimes de la discrimination raciale, et victimes de guerre, victimes de violations des droits de l'homme en sens général. Et cette association avait été fondée dans les années 70 au sud de la France, dans la ville de Toulouse, par un petit groupe de médecins qui avaient une vision, qui ont encore une vision de la médecine sociale très différenciée. Et nous sommes aujourd'hui au Brésil, au sud du Brésil, dans la ville de Rio Grande, au sein de l'Université fédérale de Rio Grande. Et nous avons notre invité spécial, le docteur Jean-Claude Guiraud, qui est un des fondateurs de cette association, qui s'appelait à l'époque Comité médico-social pour la santé des migrants, aujourd'hui Comité pour de coordination pour la promotion sociale des communautés en difficulté, migrants et tziganes. Voilà, ça c'est le nom de l'association à l'actualité. Et donc, nous avons le plaisir d'être avec Jacques Guiraud, qui va nous parler un petit peu de son parcours hors pair en tant que médecin lié à la médecine sociale, humanitaire et lien avec les populations défavorisées. Il nous va parler un petit peu de son expérience professionnelle, son expérience de vie. Et donc, moi je commence par la première question, en remerciant la présence de Jean-Claude. Alors, dis-moi, comment tu as commencé cette aventure d'être médecin, pas libéral, mais un médecin en liberté? Médecin libéral. Muito obrigado à Universidade de Rio Grande. Desculpa-me, falha pouco português, falha pouco guarani, falha en français. Non, pour répondre à ta question, Alfredo, mon histoire n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est important, c'est quoi? Je suis issu d'un milieu ouvrier. Lui-même issu de milieu paysan. Quelquefois, si je me présente certes comme médecin libéré, je me présente aussi comme immigré de l'intérieur en France. Et quand on me demande une explication, j'explique que ma mère, fille de paysan pauvre, mon père, fils de paysan pauvre, sont venus à la ville pour vendre leur force de travail, pour faire manger leurs enfants. Ce qu'on retrouve toujours dans l'immigration. Par ailleurs, dans ce milieu ouvrier, où je suis né, j'habitais donc dans un quartier populaire de Toulouse, dans une maison ouvrière, où il y avait 15 familles ouvrières. Nous étions 40 enfants dans cette maison. Et je devais avoir 10-12 ans
lorsque un des jeunes hommes de cette maison a épousé une gitane. Et là, j'ai vu toutes les familles de cette maison ouvrière, mes parents, étant catastrophés parce que cet homme épousait une gitane. Et je pense que c'est à ce moment-là, par cet événement-là, j'étais jeune, que je me suis dit, comment se fait-il que des gens, des gitans, puissent entraîner autant de peur, autant de rejet. Et je m'étais dit, quand tu seras plus grand, tu iras voir ces gens. Ce que j'ai fait, en début de médecine, je suis allé au Canginescu, qui était le bidonville où avaient été relégués les gitans de Toulouse, en particulier du quartier Saint-Cyprien, pour que les bobos puissent s'installer dans ce quartier. On a chassé les gitans. On les a mis dans des wagons à marchandises. On les a mis au plus loin de la place du Capitole. On les a mis sur un terrain inondable. C'est là que je suis allé les rencontrer, parce que je savais, comme médecin, je suis heureux d'en parler, docteur Philippe Lèbre, qui était chef de clinique en cardiologie à l'hôpital, passait tous ces dimanches après-midi à faire des consultations gratuites auprès de ces gens. Je commençais médecine, je suis allé le trouver. Il m'a bien conseillé, il m'a dit Jean-Claude, termine médecine et tu viendras quand tu auras fini. Parce que pour l'instant, tu ne sais rien faire. Voilà. Ce que j'ai fait. Donc quand j'ai fini mes études en 5e année, en plus il partait, lui il avait été nommé professeur à Amiens, il quittait Toulouse, et c'est là que j'ai pris l'activité. Donc par contre, ça c'est mon parcours. Voilà. Alors pour les migrants, je vais te raconter l'histoire de ma cousine Ginette. J'ai expliqué que j'étais fils d'ouvrier d'origine paysanne. Et je passais mes vacances à travailler avec eux à la ferme, chez un oncle, une tante. Et il y avait ma cousine Ginette. Elle avait 7-8 ans de plus que moi. Et on était dans un coin de là où j'étais, au coin du Gers, Haute-Garonne, où entre les deux guerres était venue une grande immigration italienne. Ouais. Et la ferme de mon oncle et ma tante était non pas encerclée, mais entourée de familles italiennes qui ont beaucoup travaillé. Et moi j'ai assisté aux premiers amours de ma cousine Ginette avec Joseph, qui était un Italien. Et j'étais à la scène lorsque ma cousine Ginette a dit à mon oncle « Papa, je voudrais épouser Joseph ». Et mon oncle lui a répondu « Ma fille, tu n'épouseras jamais un macaroni ». Parce que c'est comme ça, comme ça que dans les campagnes qu'on appelait italien. Et ma cousine Ginette, qui à l'époque, les filles écoutaient leurs parents, n'a jamais épousé Joseph. Et là non plus, je n'ai pas compris pourquoi, parce qu'il était italien, ma cousine, qu'il aimait et que Joseph aimait, ne pouvait pas se marier. Voilà mon parcours. D'accord, je comprends très bien. Voilà. Non, ce qui m'intéresse dans ce centre du monde qui est Rio Grande, parce que vous savez que quelquefois, quand on regarde les cartes de géographie, on met l'Europe au centre du monde. Ouais. Parce qu'on a un regard européen. Si on est brésilien, le centre du monde, c'est pas l'Europe, c'est Rio Grande. Donc, je suis heureux. Non, ce que je voudrais parler rapidement, parce que quand même ça m'a passionné beaucoup, c'est les tziganes. Parce que je pense qu'ils sont peu connus ici. Alors, les tziganes posent 3 problématiques importantes. Première problématique, ils posent la problématique des nomades.
Et les nomades, ça ne connaît pas les frontières qui ont été bâties après les guerres meurtrières, des frontières qui ont été construites après les colonisations et qui n'ont rien à voir avec les peuples qui y vivent. Et on voit bien aujourd'hui les conséquences de ce découpage artificiel des frontières, dont un nomadisme. Deux, qui m'intéresse toujours beaucoup, et où j'ai passé hier un moment pour moi très important avec les Guaranis, avec lesquels je sens qu'il y a de grandes fraternités entre ces peuples dont nous descendons et que nous rejetons, c'est la capacité de résistance qu'ils ont toujours par rapport à l'assimilation de notre société à nous, de notre monde à nous, dont ils ne veulent pas. Troisièmement, qui m'intéresse aussi beaucoup, j'en dirai quelques mots, c'est qu'en fait, dans nos sociétés, ces exclus, ces rejetés, ces marginaux, constituent ce que j'appelle un effet loupe. Ils grossissent les insuffisances de notre société par rapport à l'accès à la scolarisation, par rapport à l'accès aux soins, par rapport à l'insertion sociale, par rapport à la reconnaissance culturelle. Et donc, quand on analyse ces discriminations, on repère bien toutes les insuffisances de notre société, et c'est en quoi m'intéresse. En deux mots, parce qu'attention, quand je démarre chez une zigane, je peux en parler pendant 6 heures. Tout à fait. Mais j'en parlerai moins. En deux mots. Ce que l'on croit savoir aujourd'hui, c'est que, sans qu'on en connaisse les raisons, vers le Xe siècle environ, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards sont partis du nord-ouest des Indes. Voilà, c'est là. Et les premiers chroniqueurs qui en parlent en France, la France est l'extrême péninsule de ce grand continent asiatico-européen. Les premiers chroniqueurs qui en parlent en France, de ces bandes, 1540. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont mis 5 siècles, à travers le temps, à travers l'espace, pour arriver jusqu'à nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes voies de migration que l'on connaît. Ça vous dirait la démonstration. Simplement, deux choses à travers cette grande migration. La première, c'est que, en permanence, ils se sont adaptés, en partie, à travers les peuples qu'ils traversaient. Adaptation permanente pour survivre. Et en même temps, pour reprendre une expression aujourd'hui très utilisée en France, et en même temps, ils ont conservé un socle culturel puissant. Et ce qui est remarquable, c'est que malgré ces voies de migration diverses, certains sont arrivés par le nord de l'Europe, d'autres sont arrivés par le sud de l'Europe et le Moyen-Orient, d'autres sont arrivés, les Roms sont arrivés par l'Europe centrale. On va trouver dans ces trois groupes un socle culturel commun, y compris aujourd'hui. Et, simplement j'insisterai sur le fait que ceux qui sont arrivés par l'Europe centrale, les Roms, ceux-là ont été soumis à l'esclavage jusqu'en 1850. Et ils ont été libérés de leur esclavage qu'en 1850. Et c'est là qu'on les a vus arriver en France. Et ce sont ces groupes roms qui, y compris, donc à la fin du
XIXe siècle ont traversé l'Atlantique, puisqu'il y a des communautés roms aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en Argentine, au Chili, partout. Et, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est que ces communautés roms parlent toujours leur langue, le romanesque, et s'identifient comme étant des Roms. Ce que certains Roms aujourd'hui en France n'osent plus dire qu'ils sont Roms, tellement ils sont discriminés. Et pour terminer ce premier point, les nomades, il n'y a pas que les tziganes, ont toujours fait peur aux sédentaires. Toujours. Et les États ont tout mis en œuvre pour sédentariser de force les nomades. Et ça continue aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui avec les Touaregs, dans la zone saharienne, ça continue aujourd'hui avec les Peuls, dans la zone sahélienne, ça continue avec les Tziganes, qu'on a forcé dans certains pays à se sédentariser de force. En France, ils n'ont pas été sédentarisés de force, certes, mais les conditions de vie pour le voyage étaient tellement compliquées qu'ils se sont sédentarisés, pas de force, mais pas l'obligation de trouver des conditions plus faciles pour eux. Voilà, le chapitre 1 terminé. L'autre point, c'est ce que j'appelle leur culture, les tziganes. Et quand je parle de culture, je ne parle pas simplement que de peinture, littérature, sculpture, y compris musique. Je parle de leur façon d'être avec les autres, de leur façon d'être dans la nature, de leur façon d'être dans le monde. Et ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est que cette socioculture, quel que soit le groupe des tziganes, on va retrouver toujours les mêmes éléments. Quels sont-ils? Que j'appelle les clés de compréhension de ces hommes et de ces femmes. Première clé de compréhension, le groupe familial. Alors que dans nos sociétés, on a nucléarisé les familles, eux, pour l'instant, ils conservent cette unité sociale qui est le groupe familial avec ascendants, descendants collatéraux, le groupe familial. Et dans ce groupe familial, en fonction des compétences repérées par le groupe, sans avoir passé de diplôme universitaire, ils vont assurer dans le groupe une fonction, celle de la régulation interne, celle de la régulation externe, celle des relations économiques, celle des relations avec les services sociaux. Et c'est dans le groupe la personne implicitement repérée comme la plus compétente pour cette mission qui fait ça. Ainsi, contrairement à ce que l'on croit ou à ce que l'on dit, ce groupe familial tzigane, quelle que soit l'ethnie, il n'y a pas de patriarcat ou de matriarcat. Dans le groupe, il peut y avoir une patronne qui s'occupe de la régulation interne, un homme qui s'occupe des affaires économiques, une autre femme qui s'occupe des affaires sociales, chacun ses compétences. Ce qui me fait dire, quand je parle de cette organisation, c'est qu'ils ne connaissent pas, eux, la bureaucratie et surtout le syndrome de Peters. Rappelons-nous que M. Peters, sociologue nord-américain, dans son principe, nous a expliqué que chacun d'entre nous va avoir tendance à atteindre son niveau d'incompétence.
Eh oui. Et quand il a atteint ce niveau d'incompétence, il devient très dangereux pour lui-même et très dangereux aussi pour les autres. S'il a une possibilité de pouvoir sur les autres, ce qui est le cas dans tous les groupes et ce qui est le cas dans le monde du travail. Pas chez eux, pas chez eux. Parce que dans le même groupe, lorsque un autre va apparaître comme peut-être étant plus compétent que celui qui a la mission, eh bien c'est petit à petit qu'il va prendre sa place. Pas de façon brutale, pas de façon violente, de façon qui va être acceptée par tout le groupe. Vous ne verrez jamais, puisque beaucoup vivent encore en caravane, vous ne verrez jamais une caravane de tziganes isolée, jamais, sauf cas exceptionnels. Ils sont toujours regroupés. Et, deuxième clé de compréhension, ça va être c'est le voyage. Le voyage. À tel point qu'en France, la dénomination administrative, ce qu'on oublie de dire, c'est aujourd'hui les tziganes, on ne les appelle pas tziganes, on les appelle les gens du voyage, même s'ils ne voyagent plus, les gens du voyage. C'est un peu plus fleuri que nomade. Le voyage reste un élément important dans la compréhension. Parce que les mots nous trahissent. Les tziganes ne voyagent pas comme nous. Ils ne vont pas vous dire, l'an dernier, je suis allé à Istanbul, cette année, je suis allé au Brésil, l'an prochain, j'irai en Thaïlande, ce que les moyens. Ils ne vont pas vous dire, l'an dernier, on a fait la Bretagne, cette année, on va faire la Côte d'Azur. Ils vont voyager parce qu'ils ont des raisons de voyager. Quelles sont ces raisons? Des raisons familiales, essentielles. Si un des membres du groupe est malade, hospitalisé, tout le groupe va aller le soutenir. S'il y a un baptême, un mariage, tout le groupe peut traverser la France pour soutenir. Lorsqu'il y a un mort, ils vont veiller leur mort. J'étais la semaine dernière encore auprès de mes amis gitanes qui est morte. Ils vont veiller un mort 3 ou 4 nuits. Le temps qu'il faut pour que les gens d'ailleurs puissent arriver. Donc voyage pour des raisons familiales. Voyage pour des raisons économiques. Un certain nombre d'entre eux continuent à avoir des travaux saisonniers, soit des travaux agricoles, des travaux de cueillette, voilà, soit des travaux ludiques. Quelques-uns sont forains, d'autres ont un cirque, ils vont travailler l'été. Et puis l'hiver, ils se mettent à l'abri le temps que les beaux jours reviennent. Moi, je connais des manouches, des groupes tziganes. Lorsqu'il y a eu une grande tempête en France qui a abattu des millions de pins dans la forêt des Landes, c'était pas des bûcherons, hein, les jeunes. Ils ont acheté une tronçonneuse, ils m'ont dit, Guiraud, on fout le camp, ils sont partis à plusieurs familles. Hein. Pendant qu'il y avait des pins à tronçonner, ils ont tronçonné les pins. Voilà, le jour où ils ont terminé de tronçonner les pins, ils sont revenus, ils ont fait autre chose. Donc ils ont, moi j'en connais qui disent, aujourd'hui à Toulouse, les marchés ça ne marche plus, on va voir ailleurs. Ils vont à Pau, à Tarbes, à Bordeaux, et ça marche bien. Voilà. D'où l'importance quand même dans le groupe tzigane de ceux qui ont la capacité et la possibilité de voyager. Troisièmement, ils vont voyager pour des raisons cultuelles. Ils vont aller dans des pèlerinages catholiques. Certains sont célèbres, Sainte-Marie de la Mer, Notre-Dame de Lourdes, et ils vont de plus en plus aller dans des missions pentecôtistes, évangélistes, puisque les évangélistes ont une progression exponentielle chez les tziganes. Pourquoi? Parce que certains pasteurs évangélistes le COSEC,
qui, comme son nom l'indique, n'est pas tzigane, mais breton, le Cosec, a eu l'idée, dans les années 50, de former des pasteurs issus de la communauté. Et donc ça se développe. Et ainsi, pendant plusieurs mois de l'été, ça commence au printemps jusqu'à l'entrée de l'hiver, il y a des missions pentecôtistes. Alors c'est intéressant, sans parler du phénomène religieux, c'est un secteur privé qui aura chacun d'eux, mais ça leur permet, y compris à des sédentaires qui ne bougeaient plus, de partir. Hein, parce que les pasteurs ont acquis de grandes compétences pour négocier avec les autorités locales le lieu de stationnement, la durée de stationnement. Voilà. Et donc là-dessus, c'est très important. La troisième clé de compréhension, qui est plus difficile à comprendre, dont je m'honore d'être le papa, le tzigane, je l'ai dit il y a plusieurs années, est un singulier pluriel. Il est aussi singulier que nous. Ce n'est pas des martiens, ce n'est pas des ovnis, ce n'est pas des extraterrestres. Il est aussi singulier que nous. Mais ce singulier, dès la naissance, jusqu'à sa mort, va être immergé dans le pluriel du groupe, en permanence. En permanence. Un nourrisson tzigane ne va pas rester seul dans sa chambre, sauf quand il dort, et encore. Il y a quelqu'un autour de lui. Mais il va passer de bras en bras, le père, la mère, le grand sœur, l'oncle, la tante, le cousin, en permanence. Le petit gamin tzigane, pareil, il va jouer avec ses cousins et cousines. L'ado tzigane, kiff. Donc en permanence, il vit dans cette fusion avec le groupe qui est très forte. Ce qui explique, dans une analyse interculturelle, où ils sont en contact avec nous, société majoritaire, ils sont en contact physiquement, ils sont en contact pour leur activité professionnelle, ils sont en contact pour leur démarche administrative, sociale, mais dès qu'ils ont fini tous ces contacts obligatoires pour eux, qu'est-ce qui est important pour eux? C'est de revenir dans leur groupe. Parce que c'est là qu'ils sont bien. C'est là où ils ne sont pas discriminés. C'est là où ils ne sont pas rejetés. Ils reviennent dans le groupe. Ouais. Enfin, dernière plutôt clé de compréhension, ils ont inventé le concept avant Ivan Illich, la convivialité. Moi, j'ai toujours été surpris, étonné, admiratif dans leur capacité, à l'occasion d'un événement divers et varié, de faire la fête entre eux. Lorsque un des leurs a fait une bonne journée au niveau économique, il ne va pas amener à manger pour sa femme et ses enfants. Il va amener à manger pour tout le monde. Et ce sera l'occasion, le soir, que tout le monde se retrouve autour du repas qu'aura amené celui qui a fait une bonne journée. Voilà. Oui. Troisième, après on parlera un peu immigrant, troisième chapitre, si je peux m'exprimer ainsi, dans ce que j'appelle leur effet loupe. De part, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, si ce n'est quand même rappeler quelques points importants en France, mais en Europe aussi. Louis XIV, le roi Soleil, de Versailles, il a envoyé les hommes tziganes dans les galères, en pensant s'en débarrasser. En 1912, en France, a été mis en place le carnet anthropométrique, où les tziganes étaient photographiés de face et de profil, dès l'âge de 8 ans. Comme des délinquants. Voilà.
Et ces carnets anthropométriques devaient être tamponnés par les forces publiques gendarmerie à chacun de leurs déplacements. Ce carnet anthropométrique mis en place en 1912 avec la volonté exprimée, parce qu'on a des débats de la Chambre des députés de l'époque, on a des débats. Cette loi avait été mise en place pour qu'il n'ait qu'une envie, c'était de quitter la France. Ils n'ont pas quitté. Ce carnet anthropométrique n'a été supprimé, donc moi je l'ai connu, qu'en 1969. Et si ce carnet a été supprimé en 1969, il a été remplacé par ce qu'on appelle les titres de circulation, qui faisaient toujours des tziganes des sous-citoyens. Et ces titres de circulation n'ont été supprimés qu'en janvier 2017. Voilà. Hein? Voilà comment cette sous-communauté s'exprime. Ce rejet, dernier petit point, pas petit point, gros point quand même majeur de l'histoire, on parle, il faut en parler, on parle de la Shoah, des 6 millions de Juifs. Les historiens commencent à peine à s'y intéresser, à peine. Le génocide tzigan. Voilà, à peine. Aujourd'hui, on en est à 600 000 tziganes européens cramés dans les fours du nazisme. On commence à parler à peine de l'internement en France par l'État français des tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mis en internement par l'État français avant Pétain, avant Vichy, Tout à fait. en 1940, ils ont été libérés de ces camps qu'en 1946. Il y avait quelque temps que la France avait été libérée. On les avait oubliés dans leur camp. On retrouve toujours, alors en France comme ailleurs, en Espagne, en Italie, partout, en Europe centrale, partout, on retrouve toujours, donc, depuis des siècles, ce rejet, cette discrimination, cette exclusion, qui les a mis toujours dans les interstices, entre guillemets, de notre société. Voilà. Avec des stigmates précis qu'on peut repérer. Moi, je revendique ce que j'appelle un regard micro-historique. Moi, j'ai démarré en 65, on est en 2018. Et j'ai vu les choses un peu évoluer. Mais toujours avec difficulté. La scolarisation des enfants tziganes est une longue marche. Il y a 3-4 décennies, les tziganes non scolarisés, analphabètes, avec ce que ça implique après, dans leur vie sociale, dans leur vie économique. Donc, se sont mis en place lentement, sans trop d'imagination, par ailleurs, la scolarisation des enfants tziganes. Voilà. Au niveau social, pareil, ils sont aux marges de nos villes. Et par rapport aux institutions publiques, qu'elles soient d'État, qu'elles soient départementales, qu'elles soient municipales, toutes ces autorités publiques sous-traitent en fait à des associations, moyennant quelques menues subventions, de s'occuper de ces gens pour les services publics qui ne savent pas, qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas s'en occuper. Ils ne veulent pas savoir non plus. Voilà. Et donc, quand j'entends les partenaires de ces autorités publiques, préfectorales, départementales, régionales, municipales, parler de droit commun, d'accès au droit commun,
C'est terrible. Je dis oui, oui, acte de droit commun, oui, mais j'ajoute toujours, rendez le droit commun accessible à tous. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et donc des difficultés pour eux d'accéder à la scolarisation, d'accéder aux droits sociaux auxquels ils ont droit, et on les oublie. Et quand je parle de nous, j'explique que le jour où on aura su scolariser les enfants tziganes, on saura scolariser tous les enfants d'ailleurs. Puisque ça nécessite à la fois une approche précise, mais une approche bienveillante auprès des familles pour qu'ils acceptent la scolarisation, mais surtout, ça demande à l'institution scolaire d'avoir une imagination qu'ils n'ont pas pour s'adapter. Voilà. Bon, et continuons notre dialogue. Oui, le mot monologue. Et Regarde. tu as parlé beaucoup de situations de Tziganes. Nous avons derrière nous des images des demandeurs d'asile, des réfugiés qui viennent de la Syrie ou d'autres pays qui traversent la Méditerranée, qui ont laissé beaucoup de morts, des milliers de morts dans cette quête d'un pays où pouvoir se poser, pouvoir vivre. Nous avons visité hier une tribu Guarani qui nous avons connus, qui nous ont accueillis, nous ont expliqué beaucoup des éléments de sa culture. Nous avons travaillé ensemble en France avec pas mal de réfugiés venus du monde, des demandeurs d'asile, des migrants, des travailleurs migrants, des occupés en tant que médecins aussi. Alors, il me semble entendre dans tes récits qu'il y a une espèce de fil conducteur, à la fois dans ta démarche en tant que professionnel, en tant que médecin, en tant qu'homme, en tant que militant associatif, vis-à-vis de toute cette population qui, compte tenu des règlements climatiques et des situations de guerre, et des situations d'expulsion, de conflits, etc., à niveau planétaire, nous avons devant nous estimé plus de 50 millions de réfugiés climatiques pour quelques années à venir. Et donc, l'essor de ces réfugiés climatiques, de ces Tziganes, de ces Indiens, de ces migrants, de ces réfugiés, de ces victimes, des tsunamis, etc., ça devient l'essor de tout et chacun de nous. Ça peut devenir à n'importe quel moment. Donc, d'un côté, nous avons une partie progressive et grandissante, très importante, une espèce de boule de neige, en termes de population démunie, marginalisée, et en même temps, nous avons de l'autre côté des États frileux, des États qui massacrent, qui imposent des frontières artificielles, des problèmes à niveau des moyens, de l'environnement, qui aussi, c'est le résultat de la politique des États vis-à-vis de la planète. Donc, du côté, beaucoup de gens, chaque fois, de plus en plus de gens en besoin, et de l'autre côté, soit des États qui expulsent, qui rejettent, et un petit réseau d'associations comme la nôtre, qui s'en occupe comme on peut de cette population. Et donc, moi je me suis posé à plusieurs reprises la question de comment faire pour sensibiliser pas seulement le pouvoir public, mais surtout les citoyens communs, les gens communs, pour, d'une part,
ouvrir les yeux, les esprits, l'attention, les politiques de soins et d'accueil pour ces gens-là. Et comment aussi sensibiliser les professionnels, les psychologues dans mon cas, les médecins dans le tien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui s'occupent, comme toi, de ces populations. Comme il n'y a pas beaucoup de psychologues qui font le travail transculturel. Ici en Brésil, par exemple, avec les Indiennes, avec les quilombolas, avec les populations marginalisées, les migrants. Et donc, comment faire pour sensibiliser plus les associations, les professionnels, les gens du Conor, pour permettre que ce flux montant des réfugiés puisse être mieux accueilli, mieux reçu, mieux soigné. Et je me rends compte que, par exemple, à niveau des soins, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de formation à la base pour les psychologues. Pour travailler, par exemple, avec une population démunie qui ne parle pas la même langue, qui n'a pas les mêmes droits, qui n'a pas la même façon de vivre, qui n'a pas la même conception de la vie, de l'univers, des valeurs, etc. Et donc, les psychologues, nous ne sommes pas préparés pour travailler avec ces gens-là. Pour ceux qui se connaissent la médecine, c'est pas très différent. Et donc, la question que je me pose, je te pose, c'est devant un flux montant et devant le peu de professionnels formés, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons faire pour mieux sensibiliser, pour mieux ouvrir les possibilités de formation, d'accueil, de construction de réseaux dans le sens humanitaire. Et moi, j'ai entendu dans ton récit ces situations de ta famille qui ne voulait pas se marier avec une macaroni. Moi, j'ai entendu des choses plus ou moins semblables ici vis-à-vis de se marier avec un Indien, se marier avec un Quilombola, c'est le scandale, c'est le conflit, c'est la difficulté. Moi, je m'ai entendu dire vis-à-vis de moi, qu'est-ce que tu te fais en travaillant avec ces gens-là, alors que tu pourrais avoir un cabinet privé et toucher $2000 par mois. Hier, quand nous parlions avec les groupes Guarani, il y a eu un moment très fort entre toi et les pagés, les chamans, quand il y a eu un échange des pipes. Et la pipe, pour eux, c'est un instrument de communication divine, mais aussi des soins. Parfois aussi, depuis toujours, tu es un grand fondeur de pipe et tu es un défenseur, militant de la pipe. Là. Alors, moi je me disais, comment peut-on multiplier les pipes au sens plus global, c'est pas seulement l'objet, hein, sinon cet échange, cette possibilité de communication. Tout le monde ne parlait pas les Guarani, les chamans ne parlaient pas le français, mais il y a eu cette possibilité de mutualité, de compréhension, d'échange. Et toi étais très touché, ils sont aussi très touchés. Et donc, comment peut-on faire pour multiplier les pipes, au sens général du terme, et des constructions de ponts, de solidarité entre les peuples, les nations,
et comment former les gens, les professionnels, pour qu'ils puissent faire ça, qu'ils puissent vouloir aussi faire cette démarche à la fois humanitaire et à la fois de survie de l'humanité. C'est pas seulement mettre une aspirine au moment. C'est pas seulement une question superficielle. Il y a, pour moi, l'enjeu de la survie de l'humanité. Et en t'entendant parler des tziganes, de sa manière de fonctionner dans le groupe, de se déplacer, etc., je disais, là nous avons beaucoup à apprendre. Et je trouvais aussi des éléments communs avec certains ethnies, comme les Bahreïniens parmi d'autres, où il n'y a pas de frontières, où les groupes familiales est la base fondamentale, où le travail avec la communauté c'est essentiel, où la prise en charge de l'éducation des enfants aussi elle est groupale et communautaire, et où les rôles des ministères des Relations étrangères, aussi, c'est pas en fonction d'un diplôme, c'est en fonction de la compétence reconnue par les groupes. Et c'est en psychologie, ça on l'appelle le groupe opératif. Et donc, je pense que là, nous avons beaucoup à apprendre, autant des Tziganes, des migrants, des réfugiés, des Indiens, des Quilombolas. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ni principalement à l'université que nous allons trouver les moyens de multiplier les pipes. Je pense qu'il faut, c'est là où je voulais t'entendre, il faut construire une pipe commune avec ces gens-là. Qu'est-ce que tu en penses? La France, pays des droits de l'homme, non. La France est le pays où ont été écrits les droits de l'homme. Oui. Et pas toujours pratiqués. Alors, cette photo terrible derrière nous, hein, où la Mare Nostrum, notre mère, à tous les peuples du bassin méditerranéen, notre mère, notre Mare Nostrum, devient un tombeau pour des milliers de personnes. Alors c'est terrible, parce qu'on va, lorsque nous, on va se baigner sur les belles plages au bon soleil de la Méditerranée, on oublie qu'on se baigne dans un tombeau. Ce n'est pas une pipe, mais si, ça fonctionne pareil. Molto obrigado. Aujourd'hui, les survivants de ces traversées qui arrivent à poser le pied sur le continent européen, Italie, hein, Lampedusa, petite île, où ils accueillent, qui n'a pas tout ce qu'il faut pour les accueillir. Et puis, ils traversent, ils vont sur le continent, ils vont en Italie. Voilà. Et en Italie, il y a trop de migrants. On leur dit allez voir ailleurs, quoi. À la frontière française, à Ventimille, il y a une force importante qui fait qu'il ne passe pas aujourd'hui. Et c'est encore l'hiver chez nous, en Europe. Il y a encore de la neige chez nous, dans les cols des Alpes. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a qui peuvent mourir de froid en traversant les Alpes. Mais, aujourd'hui comme hier, et je vais revenir sur hier, aujourd'hui comme hier, se mettent en place, non pas des réponses publiques, sont mis en place des réseaux de solidarité importants. Tout à fait. À la frontière d'Italie, on parle beaucoup
de ce paysan du coin qui les accueille chez lui et qui est passé au tribunal pour délit de solidarité. Tout à fait. La solidarité devient un délit. Délit de solidarité. Il a été, alors, le procès n'est pas terminé, à peine, ça dure un peu, si ce n'est que le procès de cet homme, dont j'ai oublié le nom, mais bravo pour cet homme, bon, est quand même suivi, a mobilisé des centaines de personnes. Quand ces migrants, qui ne sont pas morts noyés en Méditerranée, qui ont remonté l'Italie, qui ont pu traverser la France, qui se retrouvent à Paris, sous les ponts du métro, là, à la porte de la Chapelle ou ailleurs, c'est les gens du quartier qui viennent s'en occuper. Et donc, ce qui me paraît important, c'est effectivement la solidarité qui se met en place. On a appris qu'aujourd'hui, à Toulouse, il y avait une étrangère qui allait se retrouver, qui se retrouvait d'ailleurs en centre de rétention administrative en vue de l'obligation de quitter le territoire français. Et il y a eu un appel à mobilisation, ce qu'on appelle les voisins, le centre de rétention, de Cornebarieux, voilà, plus de voisins de Cornebarieux, voilà. Plus les étudiants qui sont mobilisés, on ne sait pas quelle va être l'issue du jugement qui sera rendu, si ce n'est, ça a été aussi le cas depuis le début avec le réseau éducation sans frontières, qui a permis à des familles de rester parce qu'ils avaient leurs gamins scolarisés et que la scolarisation de gamins fait partie du droit des enfants reconnu de façon internationale et que la France a signé le traité. Donc, tout ça pour dire combien il ne faut pas trop compter sur les pouvoirs publics, mais plutôt sur la solidarité. Parce qu'alors, notre pays est comme beaucoup d'autres, un miroir de Janus. Il a une face d'accueil des migrants qui n'est pas nouvelle. Qui n'est pas nouvelle. Il y a eu des migrations polonaises, le nord de la France, il y a eu les migrations italiennes entre les deux guerres, il y a eu l'arrivée des républicains exilés espagnols en 1939, il y a eu, mais ceux-là on a été les chercher, les Maghrébins, parce qu'on avait besoin d'eux après la guerre pour refaire nos routes, refaire nos maisons, refaire nos bagnoles. On a été les chercher. Les chercher. Hein. Pareil pour l'immigration portugaise, qui fuyant à la fois la dictature de Salazar puis de Caetano et fuyant la misère, ont migré de façon importante notre pays. Et on les a remerciés d'être d'excellents maçons. C'est eux qui ont monté nos baraques. Les Portugais avaient des manœuvres maghrébins, ou l'inverse, ou les maçons maghrébins avaient des manœuvres portugais, bien sûr. Et donc, au fil de ces années, la France a su montrer qu'elle pouvait accueillir des gens, qu'en même temps, elle pouvait les rejeter. Moi, je le rappelle souvent, en 1930, à Aigues-Mortes, sur la côte méditerranéenne, il y a eu des morts d'Italiens par des manifestants français qui ne voulaient pas. Il y a eu des morts. De même façon que dans le nord de la France, les Polonais ont dû rentrer chez eux précipitamment parce qu'il y avait un mouvement anti-polonais chez les indigènes. Alors, ça par contre, malheureusement, ce n'est pas typique que pour la France. L'Europe devient une forteresse assiégée et ferme ses frontières. Pour ne pas dire qu'elle ferme sa tête,
et pour ne pas dire qu'elle ferme son cœur. Et donc, montent dans tous les pays d'Europe des mouvements nationalistes, des mouvements d'extrême droite, xénophobes, racistes, qui reprennent ce fond mauvais de l'humanité. C'est le cas en Hongrie, c'est le cas en Tchéquie, c'est le cas, on va le voir bientôt, en Italie, avec une nouvelle élection italienne. Il y a 15 jours, il y a un Italien d'une milice extrême droite qui a abattu dans les rues un Africain. C'est le cas en Hollande, où le parti nationaliste est en train de monter. C'est le cas en France, avec le Front National. Tout ça pour dire qu'il y a ces deux visages. À la fois la capacité d'accueil, de solidarité, et de l'autre côté, le rejet et la xénophobie. Alors, comment faire pour changer ça? Si je le savais, il y a longtemps que je l'aurais mis en place, monsieur. Par contre, si vous me permettez, parce que c'est un de mes maîtres à penser, je vais faire référence à l'évêque rouge de Recife, Don Helder Camara, qui est un de mes maîtres à penser. Voilà. Qui nous a expliqué et qui nous a demandé: n'allez pas croire que vous allez changer le monde. Non. Par contre, là où vous êtes, autour de vous, il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer. Et si tous les hommes de bonne volonté se mettent autour d'eux à changer ce qu'ils peuvent changer, voilà la solution. Bon, tant que tu prends ton maté, j'enchaîne sur cette proposition. En disant que ici, nous sommes à Vieux-Grande, au sud du Brésil, dans une situation particulièrement délicate, nationale, mais avec un fond historique très lié à tout ce que tu viens de dire. Tu as parlé de la Pologne, l'Italie, le Maroc, l'Afrique, etc. Ce double visage de l'État. Moi, je t'accueille, mais je te rejette. C'est la politique qui, en psychologie, on dirait schizophrénogène. Et cela a fonctionné au Brésil depuis l'époque de l'invasion portugaise. C'est-à-dire que les étrangers, à l'époque, c'était les Portugais, c'était les Espagnols, les Français, les Hollandais qui ont envahi le Brésil. Et les premiers Brésiliens, c'était les Sanguins. Et à l'époque des premières invasions européennes, il y a une estimation de autour de 6 millions d'Indiens qui vivaient ici. Or, depuis 5 siècles, colonisation, qui ont été émaillés par des massacres. Le sens que l'État fait des populations indigènes, en 2010, fait état de 350 000 survivants. Tu parlais des génocides occultés, niés des Tziganes. Ici au Brésil, nous avons un génocide de presque 6 millions d'Indiens qui n'a jamais été compris, étudié, divulgué, etc.
quand je parlais à mes étudiants, disons, nous allons travailler la psychologie transculturelle. Nous allons commencer à comprendre comment fonctionnent les modes de vie, les modes de sentir, les modes de penser, les modes de se relationner les uns avec les autres, avec la nature, des Brésiliens. Mais pas n'importe quel Brésilien. Les Brésiliens qui sont les survivants de ce génocide. Donc nous avons commencé à travailler sur le peuple indien et sur les descendants des esclaves. S'il y a 15 millions d'esclaves qui ont été tirés de l'Afrique et qui sont arrivés ici, et qui se sont mélangés progressivement avec les Portugais, mais aussi avec une autre source de la population brésilienne actuelle, qui est celle issue de l'immigration. Ici à Rio Grande, quand tu rentres dans la ville, tu rentres par une rue qui s'appelle Avenida Italia. C'est l'avenue des Italiens, le musée de remerciements, d'hommage à l'immigration italienne. Et puis tu trouves dans la rue, des rues qui s'appellent Argentine, Uruguay, et tu trouves le Liban, la rue du Liban, etc., etc. Donc ici, il y a aussi un mélange des migrants qui sont venus travailler, à tenter de survivre dans ce pays. Or, qu'est-ce que les psychologues savent de ça? Qu'est-ce que les médecins savent de tout ça? De toute cette histoire, de ces génocides, de ces survivants, de ces langues, de ces manières de penser, de réfléchir, etc. Très peu de choses. Et donc, en référence à ce que tu disais, il n'y a pas de solution miracle, on ne peut pas tout changer, mais si on peut changer là où nous sommes, j'ai essayé de pratiquer ça ici, au sein de l'université. Et donc, quand je créais la discipline de psychologie transculturelle, la première chose que nous avons fait, que j'ai fait, c'était de convier des chefs indiens pour qu'ils viennent à parler de soi-même, de sa tribu, de son ethnie, etc. Pas moi parler à la place d'eux, eux-mêmes. Et qu'est-ce que ça donnait, ça? Ça donnait que les élèves étaient tout à fait surpris parce qu'ils n'avaient jamais imaginé avoir un chef indien au sein de l'université. Deuxièmement, il y a eu une invitation du chef pour que les élèves sortent de l'université et aillent à la tribu, voir les modes de vie, les pensées, et d'éduquer les enfants, etc., etc., chose que nous avons fait. Et troisièmement, après ça, le chef indien m'a dit, le cacique m'a dit, je veux que l'université ouvre ses portes pour les enfants. Chose qui a été faite, participer à tous les processus d'ouverture de l'université pour les Indiens et pour les quilombolas. Et aujourd'hui, les deux premiers étudiants indiens de l'ethnie Kaingang sont entrés en 2010. Et maintenant, on a en 2018 à peu près 40 étudiants indiens dans toutes les spécialités de l'université et autant de quilombolas. Bon, petit à petit, ça fait son chemin. Il y a déjà des psychologues guarani, des infirmières kaingangi. L'an prochain, il y aura des médecins indiens qui vont revenir à leur aldea et pour soigner, pour s'en occuper de la santé communautaire des siens. Parce qu'eux-mêmes aussi, les Indiens, ont beaucoup de traits communs avec les Ciganes. C'est-à-dire, ils s'occupent des fonctions dans les groupes en fonction de leurs capacités. Et ils ont un attachement communautaire très fort. Et ça a été aussi un de mes travaux ici, c'était d'accompagner les étudiants, pas seulement du point de vue purement académique, mais
plus psychologiquement, parce qu'il ressentait beaucoup la souffrance de l'éloignement de la communauté et de la famille. Le fait de vivre à 800 km, 1000 km de la tribu, de ne pas pouvoir y aller régulièrement, c'était une souffrance terrible pour eux. Et donc, j'ai découvert aussi avec eux la force et l'importance d'un groupe familial nombreux, ouvert, dans lequel ça se passe toute la construction humaine, la construction psychique, la construction sociale de l'être humain. C'est rare de trouver un Indien qui vit tout seul. C'est rarissime. Comme c'est rarissime de trouver un enfant ou un Indien pauvre. Il n'y a pas de miséraux, des misérables. Il n'y a pas des enfants, des Indiens qui disent oh, il y a toujours un élan, un lien de construction réciproque, de solidarité, d'échange, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, bien sûr, il y en a. Mais ils ont une autre manière de les recevoir, une autre manière de penser. Et cela a été dans la communauté Guarani que nous avons visitée. Il y a eu la naissance d'une petite fille Guarani, et c'est le médecin Kaingang qui a fait tout le soutien, l'accompagnement, etc. Donc, tu parlais aussi du cercle des voisins qui s'en occupent à Paris ou ailleurs, etc. Là, je trouve encore une autre chose importante. Ce n'est pas des gouvernements, ce n'est pas de l'État schizophrénogène qu'on peut attendre quoi que ce soit au niveau de solutions, au niveau d'aide, au niveau d'accompagnement de la situation que nous sommes en train de discuter. Quand nous, toi, moi, mes enfants, etc., nous serons sur le Balse, comme ça, traversant des mers inconnues pour tenter de survivre, ou traversant des forêts ou des déserts parce qu'il y a la contamination ambientale, ou il y a la problématique liée à la radiation atomique, ça ne sera pas un État qui va nous sauver. Ça va être peut-être, si on trouve des réseaux informels de citoyens sensibles qui nous ouvrent la porte, qui nous ouvrent le cœur, qui nous ouvrent la possibilité de survivre. Moi, je l'ai vécu en France en tant que réfugié aussi. Et je pense que c'est peut-être par ce biais-là que nous pouvons s'aimer, élargir les semences au-delà des frontières pour permettre que l'humanité puisse survivre. Tout à fait, comme dirait mon ami Alfredo Martin. Tout à fait. On finit là? Oui, oui. Voilà. Oui. Molto obrigado, signor. Il se manca un peu d'autre.